Eh bien ici, donc, on est dans le campement donc, de nos migrants. Donc comme vous pouvez le voir, tu as la E411 qui passe juste au-dessus. D'ailleurs on l'entend, donc tu as l'autoroute qui est juste là. D'où le lieu est adéquat pour eux parce que c'est la sortie S13, donc Aspi. Donc l'air, le parking se trouve par là. Donc ils ont un accès direct pour accéder au camion. Et donc c'est ici qu'ils dorment, qu'ils vivent dans les tentes, enfin, les tentes de fortune qu'ils ont construites avec des bâches, des dons, des tentes qu'on avait reçues. Donc, mais au départ, ils n'avaient rien du tout. Moi, je n'ai pas connu ça, mais je sais bien que quand ils sont arrivés ici, ils dormaient à même le sol, quoi. Mais je les vois plus comme des personnes comme toi et moi, comme des humains, des gens un peu différents, qui sont juste hors de leur pays, un peu comme des amis même maintenant. Moi, les proches amis que j'ai, j'en ai beaucoup moins maintenant, il y en a qui sont là depuis effectivement 2 ans. Peut-être que ce sera leur 3e hiver. Et, ils ont toujours cette volonté de se dire c'est l'Angleterre que je veux, donc ils essayent toujours, quoi. Oui, c'est très très dur, très dur. Ce sont des jeunes qui sont déracinés donc, de leur famille, parce qu'il faut bien dire qu'ils ont entre 20 et 28 ans ou plus, de leur culture, leur musique, leur nourriture, leur petit confort qu'ils avaient aussi également chez eux. Donc oui, ils sont complètement perdus. Je me dis en tant que maman, qu'est-ce que mon enfant ferait à 9000 km de chez moi? Pour quelle raison il devrait partir et quitter ce qu'il avait de bien à la maison, quoi. Donc forcément que ça me touche en tant que maman. Ici, on vient dans le but de leur offrir un repas, première chose, puisqu'ils sont dans la nature, ils n'ont rien. Donc, ils viennent ici l'après-midi. On organise ça 4 fois par semaine. Pendant qu'ils sont ici, ils peuvent recharger leur smartphone, puisque c'est vraiment la seule chose qu'ils ont et qui est importante pour eux. Et ils peuvent aussi avoir du Wi-Fi ici. Parce que, bon, même s'ils vivent dans les bois, ils ont besoin des choses dont tout le monde a besoin. Donc, être propre, avoir à manger, pouvoir se laver, je pense que c'est, ne fût-ce que pour garder une certaine dignité, ce sont les choses qui sont nécessaires et qui n'ont pas. S'ils ne les ont pas ici, ils ne savent pas y avoir accès. Tout le monde sait qu'ils sont là, donc les autorités savent qu'ils sont là. Il n'y a rien qui est jamais proposé, même en plein hiver, même s'il fait -10, même s'il pleut, il vente, il n'y a rien. Ils sont là dehors, on n'a pas de locaux, enfin si, on a des locaux, mais pas de la commune, quoi. L'autre local, c'est un local paroissial, donc c'est le groupe, le collectif qui loue le local, et parce que la paroisse est d'accord. On a été interpellés par des citoyens et vu l'élan de solidarité, on a voulu évidemment soutenir l'action, même si ça ne fait pas spécialement partie de nos missions. Mais en vrai, ça fait partie des missions de personnes. Donc nous, à un moment donné, on a posé le choix de venir soutenir ces citoyens. Il y en avait certains qui se posaient des questions, notamment sur ce qu'ils pouvaient faire ou ne pas faire. Et donc on a voulu aussi les rassurer et on donne des séances d'information, notamment pour dire que le délit de solidarité, ça n'existe pas en Belgique. On peut toujours apporter une aide humanitaire quand une personne est en danger. Et il y avait vraiment une volonté de rassurer les citoyens à ce niveau-là pour encourager et pour saluer toute l'implication qu'ils ont dans cette problématique-là. Donc on a réuni ces collectifs et tous ensemble on s'est dit qu'il fallait interpeller les pouvoirs publics. On a écrit au gouverneur, on a écrit aux différents ministres, on a sensibilisé les bourgmestres pour pouvoir faire en sorte que les pouvoirs publics se saisissent de la question. Aujourd'hui au niveau des communes, il y a quand même certains soutiens qui sont apparus, mais la problématique reste entière.
La Ruche, c'est un bâtiment qui a été mis à disposition d'un collectif citoyen il y a une grosse année par la ville de Gembloux. Donc, c'est des bâtiments qui étaient inoccupés et pour lesquels on a eu une convention à titre précaire, ce qui signifie qu'on peut utiliser le bâtiment tant qu'il n'est plus affecté. Avant d'être dans ce bâtiment en dur, on a commencé une distribution là où on trouvait les migrants, c'est-à-dire sur le parvis de la gare. Mais on était dans un mode nomade où bénévoles et migrants n'avaient pas de lieu pour se poser. C'était très très lourd à porter pour le bénévole, mais surtout pour les migrants qui restent en mode survie puisqu'ils doivent se rappeler on est mardi, je dois aller à tel endroit, demain ce sera un autre endroit. Et si je ne suis pas à temps pour la distribution, je n'aurai rien du tout puisqu'ils seront repartis. Ici, vous l'avez vu en visitant, c'est coloré, mais c'est coloré par eux. C'est leur maison et c'est celle des bénévoles puisque chacun vient donner son coup de main pour que ça fonctionne comme un foyer. Ça nous a paru finalement assez normal de mettre le bâtiment à disposition. C'était finalement la moindre des choses par rapport au courage dont les jeunes font preuve dans leur parcours de vie, puisqu'ils essayent de forcer un peu leur destinée, de se donner un avenir meilleur. Et par rapport à l'investissement des citoyens, c'était une façon de se mettre un peu à leur diapason. Ce sont eux, ces citoyens, qui ont fait de Gembloux une commune hospitalière et on ne voulait pas être en deçà de leur propre effort personnel. C'est vrai que la crainte de l'appel d'air, elle a pu être ressentie au départ, mais en réalité, elle ne s'est pas du tout vérifiée. Au contraire, il y a eu une forme d'autorégulation, une forme d'autogestion qui fait que les responsables de la Ruche sont en contact avec les autres intervenants de cette chaîne humanitaire. Donc il n'y a eu aucun afflux. Et je dirais même qu'il y a eu au total une gestion beaucoup plus sereine et beaucoup plus apaisée. Je n'ai plus jamais reçu d'appels d'inquiétude de la part de citoyens parce qu'avant que le bâtiment ne soit ouvert, ils se déplaçaient à toute heure du jour et de la nuit dans la rue. Il y avait une forme de sentiment de peur lié à l'inconnu. Ici, ce sentiment-là a disparu parce qu'il y a une gestion collective finalement et les jeunes sont désormais d'une certaine manière intégrés ici sur la place de l'Hôtel de Ville. Tous les soirs, ils jouent au football et ça ne dérange personne. Il n'y a aucun lien entre leur présence et des phénomènes d'incivilité. Ils sont au contraire extrêmement précautionneux parce qu'ils savent qu'ils sont dans une situation difficile, qu'au moindre fait problématique, ils sont susceptibles éventuellement d'être interpellés par la police. Et donc, je dois dire qu'ils sont très, très respectueux, ils essayent de se faire oublier en quelque sorte. Et donc, il n'y a absolument aucun phénomène de criminalité ou d'incivilité qui leur soit imputable. On peut aussi concevoir qu'un État fixe des règles et accepte certains résidents et en refuse d'autres. Et lorsque ces règles sont d'application, elles doivent être respectées d'une certaine manière. Mais au-delà de ce devoir lié au respect des règles, c'est vrai qu'il y a un devoir de solidarité. Je pense qu'on ne peut pas être complètement laissé à la charge de la citoyenneté, mais il faut quand même que les structures publiques soient soutenantes, soient solidaires, dans le respect des limites légales. Ici, à Gembloux, on a toujours veillé à ce que l'aide apportée soit acceptée, y compris par le procureur du roi, par exemple, y compris par les services de police, pour qu'on ne soit pas en difficulté par rapport au prescrit légal. Mais il y a quand même une forme de collaboration, une forme de soutien. C'est finalement peu de choses par rapport à l'état de besoin de ces jeunes. C'est peu de choses par rapport à l'investissement des citoyens, mais c'est sans doute mieux que ce qui se passe sur d'autres territoires. Sur leur parcours, ils ont été vraiment victimes d'énormément de racisme pour la plupart. Et en arrivant ici, on essaye de leur redonner une dignité humaine, ce qui n'est pas toujours évident parce que la façon d'être traité par certains policiers, voilà, encore en Belgique, certains ouvrent des yeux vraiment étonnés en disant on pensait que dans l'Europe des droits de l'homme, on n'allait pas vivre ça, mais on vit ça. Donc nous, on est là pour voilà, pas pallier, mais on essaye de leur redonner confiance en eux, de dire oui, t'es quelqu'un de bien, etc.
Et puis, oui, on a rencontré des personnes, vraiment des jeunes aussi extraordinaires. J'ai accompagné un jeune de 16 ans qui avait vraiment vécu le pire de ce qu'on peut imaginer et qui a demandé l'asile ici en Belgique. Et il me téléphone tous les jours. Pour lui, c'est sa maman. Et voilà, et même au cours de français, la semaine passée, son professeur lui dit « Mais quoi, tes parents sont venus de ton pays, ici en Belgique ?» « Non, non, c'est ma maman ici en Belgique. » Voilà, c'est vraiment garder des liens très forts avec certains qui sont en Angleterre et avec d'autres qui sont en Belgique. Ah, il y en a qui sont tout jeunes. J'en ai un qui était chez moi jusqu'il y a 3 jours, qui a 15 ans, qui est parti à 11 ans de son pays, avec 2 ans en Libye. Voilà, des choses très, très difficiles. Il y a des plus âgés aussi, c'est pas pour autant que c'est plus facile pour eux, parce qu'ils voilà, ont de la famille, des enfants qu'ils doivent aider. Mais pour certains pays, ce qui est très difficile à entendre, je trouve, de la part d'autres personnes en Belgique, c'est qu'ils n'avaient qu'à rester et défendre leur pays. Il y a des pays où c'est pas possible. Des pays où ils seront tués, où ils seront mis à mort, ou bien la conscription à vie, ils seront obligés de rester au service militaire toute leur vie, en commettant des exactions avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Donc voilà, ils n'ont pas d'autre choix que de partir. Quand on connaît leur parcours, qu'on s'est renseigné un petit peu, parce que là aussi, les gens qui ont des préjugés, ben, ils ne savent pas ce qu'ils ont déjà vécu. Il y en a qui sont sur la route depuis des années, qui ont traversé tous les pays avec les difficultés qu'on peut connaître une fois qu'on s'est renseigné ou qu'on a lu. Il suffit de lire parfois le parcours d'un seul. C'est quand même le parcours que la majorité traverse. Ça dure des années. Ils font une demande peut-être d'asile en Suisse ou dans un autre pays. Ils restent là pendant 2 ans, ils ont espoir, puis ils ont un négatif. Ils repartent toujours avec l'espoir. Ils font peut-être une demande d'asile ici ou alors ils essayent de passer en Angleterre. Et toujours avec la même force. Je veux dire, parfois on voit dans leur regard qu'il y a un petit quelque chose qui est effacé. Et bien, il suffit qu'on leur adresse la parole et qu'on leur demande « ça va », ils ne vont jamais dire non. Hein. Oui, oui, yes, mamie, yes, toujours. Moi, je pense vraiment qu'ils ont beaucoup à nous apprendre. Ce sont des personnes qui incarnent le never give up. Ils n'abandonnent pas, ils peuvent avoir des ennuis, repartir le lendemain avec une banane jusque-là. Ils sont résilients. Après chaque coup dur, ils se posent quelques heures et puis c'est reparti. C'est des gens qui sont extrêmement respectueux. Vraiment, le respect est là, il n'y a jamais de paroles déplacées, d'actes déplacés. Ce sont des gens qui sont vraiment très positifs, très chaleureux et qui vraiment méritent d'être rencontrés. Ce que je souhaiterais pour eux, c'est évidemment un accueil beaucoup plus facilité, une considération, un respect de l'autre, que la police les respecte, voilà, que les gens dans la rue les respectent, bien qu'ici en Belgique ils trouvent qu'il y a très peu de racisme par rapport à d'autres pays. Ils sont vraiment étonnés. Certains en Angleterre m'ont dit on voudrait recréer un petit Jean Blou là-bas parce qu'on n'a jamais rencontré des gens comme vous. Un accueil, voilà, un amour, tout ce qu'on a reçu de vous. Ouais.